10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans Littoral. Cette semaine, nous sommes à Brest, au musée de la Marine. On aurait pu bien sûr parler de bateaux militaires, mais non, nous allons parler de jouets. Ici, jusqu'en janvier 2016, se tient une exposition sur les bateaux jouets. Et vous allez voir, il y a des surprises. Regardez ce bateau par exemple, réplique d'un croiseur cuirassé, bateau du 19e siècle, et tout fonctionne dessus. La machine à vapeur pour le faire avancer, même les petits canons peuvent envoyer des projectiles. Un vrai reflet de la technologie de l'époque, et pourtant, ce n'est qu'un jouet. Alors ce petit sous-marin, il est très étonnant. Il date des années 1900, début du 20e. C'est un jouet, mais pourtant il peut faire des plongées. On met un petit comprimé de gaz dans le kiosque et le dégagement de gaz fait monter et descendre le sous-marin. C'est futé, non ? Et il n'y a pas que des bateaux dans cette exposition. Il y a aussi des jeux comme ce jeu des paquebots vers 1890. Maintenant, pour traverser l'Atlantique, on va sur Internet. Mais à l'époque, c'était des jeux qui vous emmenaient sur l'océan. Celui-là vous transporte jusqu'à Pointe-à-Pitre, La Havane, New York ou Veracruz. Ah, Veracruz. Cette exposition recouvre en gros un siècle de construction des bateaux jouets, 1850-1950. Celui-là, c'est un des derniers fabriqués, milieu du XXe siècle, produit de la société française Tiro, qui résiste sur un marché très largement dominé par les Asiatiques. Christophe Rey nous présente cette entreprise familiale et son film s'appelle « Il était un petit navire ». Qui n'a pas rêvé, enfant, d'aventures marines et d'horizons lointains ? Pour beaucoup d'entre nous, ces tonniers, côtres et autres navires aux coques de couleurs vives restent intimement liés à nos souvenirs d'enfance. Dernier détenteur de ce savoir-faire hérité des anciens sabotiers, Nicolas Thirault poursuit aujourd'hui cette tradition dans l'entreprise familiale située près de Fougères. Comme le faisait mon grand-père, je suis également exploitant forestier, donc je vais jusqu'en forêt abattre les hêtres qui me servent à la fabrication. On sélectionne les arbres sur pied en fonction des grosseurs et de la qualité du bois, s'il n'y a pas de défaut, de jale ou quelconque. On sélectionne du hêtre parce que traditionnellement les coques de sabot étaient faits en hêtre et c'est un bois dur mais qui reste relativement facile à travailler. Avec 10 000 bateaux vendus chaque année en France et dans le monde entier, la maison Thirault est le dernier fabricant français de bateaux jouets en bois. Il est livré comme ça, on est tout de suite prêt pour le faire naviguer. La quille, là on a des œillets qu'on a repris sur les souliers pour faire des hublots, enfin un semblant d'hublot. On a la cabine, taquet, le bout avant, le mât, puis la voile. Voilà. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise, juste après-guerre, en 1945 ou 1946. Donc il était sabotier et il a transformé la coque du sabot en coque de bateau. Ma grand-mère était couturière. Donc le sabotier plus la couturière, avec un petit peu d'imagination, on y est presque. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Et il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Si les bateaux Thirault sont encore fabriqués aujourd'hui, ils appartiennent néanmoins à notre patrimoine. Le musée atelier du jouet en bois, installé sur une ancienne navette de la Royal Air Force dans le port de Saint-Brieuc, leur consacre une place d'honneur dans sa collection.
Je suis né en 51, donc quand j'avais 5-6 ans, j'étais au bord de la mer et j'ai eu un bateau en bois. Et je pense que si c'était dans les années 56-57, c'était sûrement un Tiro. Et c'est vrai que on est dans le jouet du baby-boom, quoi. Les gamins de l'après-guerre, là, et les bateaux de plage, les bateaux des congés payés. Tous les gamins à la plage avaient un cerf-volant, une pelle, un râteau et un bateau en bois, quoi. Quand je collectionne, je rénove pas forcément. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ce Tiro là, qui est dans son jus, comme je dis, j'ai pas envie. Moi, il a une histoire, ce bateau. Il a une histoire, il a traîné, il est resté. Mais comme tous les jouets bois, on les jette pas, on les garde. On pourrait le regretter, on pourrait... Moi, ce style-là, cette coque-là, je veux la laisser comme elle est. Cette histoire-là. Par contre, si je prends celui-ci, comme disait Francis Tiro dans une expo, il ne connaissait pas cette couleur-là. Alors donc c'était peut-être son père qui avait peint ces bateaux-là. Donc celui-ci, il vaut le coup, je trouve, parce que j'ai un bout de mât, parce que y a le pied de mât, tout ça, qui soit rematé. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Sur nos côtes, une tradition plus ancienne encore de bateaux miniatures en bois essaie de ne pas disparaître. C'est un bateau qui appartenait à l'arrière-grand-père que j'ai récupéré et que j'ai restauré. C'est un bateau qu'on appelle ici sur Saint-Brieuc des bateaux à aiguilles. Donc on va l'envoyer avec cette ligne. Et sur cette ligne, on va accrocher les hameçons, des avançons avec des hameçons. Et il va partir avec le vent. Donc il faut à tout prix des vents de terre. Ça fait à peu près 100 ans qu'il n'a jamais été à l'eau, donc c'est une première. J'espère qu'il ne va pas couler. C'était tous les anciens, les retraités de la marine ou de la pêche, qui fabriquaient ces bateaux dans des troncs de pommiers, qui creusaient. Et avec ça, ils allaient à la pêche et ça leur faisait un petit plus pour se nourrir, pour vendre leurs poissons. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se prenne tout seul. Et on a un métier très très manuel. Tous les bateaux peuvent se ressembler, mais il n'y en a aucun qui est pareil réellement. Ils sont tous pris à peu près 40 à 50 fois dans les mains pour obtenir un produit fini. Rien que le fait d'équilibrer le bateau pour que la quille soit droite une fois le mât fini, sachant que notre bateau n'est pas forcément bien, c'est un bout de bois, il n'est pas encore usiné tout à fait, il y a une question d'équilibrage, et ça, tout ça, ça se fait à l'œil, individuellement. Le fait de continuer à fabriquer en France, en Bretagne, et à proposer dans les magasins du genre Saint-Malo un produit fabriqué juste à côté, à 80 km, c'est quand même ma plus grande fierté. Parce que quand je pense au Mont-Saint-Michel, où je n'arrive pas à placer un seul produit, c'est-à-dire que les Chinois qui viennent au Mont-Saint-Michel dans les boutiques repartent avec des produits fabriqués chez eux. Souvenir. Ça nous est tous arrivé de jouer avec des bateaux en bois. On va vraiment changer de sujet maintenant. On vous a souvent parlé dans le littoral des algues vertes, celles qui polluent, mais aussi celles que bientôt l'industrie utilisera pour la santé ou la nutrition animale, entre autres. Le sujet est polémique, certes, mais il est intéressant et il sera sans doute possible dans l'avenir de ramasser de l'or avec ces sacrées algues. Voici donc Qui veut des algues vertes de Mathurin Péché. Depuis plus de 30 ans maintenant, les algues vertes reviennent chaque année sur les plages bretonnes. Pollution lancinante est sujet de polémiques récurrents. Mais voici qu'une révolution est annoncée. Un consortium, baptisé Ulvance, composé de 5 PME bretonnes, lance une nouvelle filière de valorisation des algues vertes qui résoudrait en partie le problème. Et la communication est à la hauteur de l'événement.
À Plouénan, il y a quelques mois, avait lieu l'inauguration en grande pompe de la première bioraffinerie d'algues du monde. Qui est derrière ce projet Ulvance? Que veulent-ils faire avec les algues vertes? Et s'agit-il vraiment d'une révolution? Quelques jours plus tard, nous retournons voir de plus près la fameuse bioraffinerie. François Galissot, ingénieur pour Ulvance, nous présente les nouvelles installations. Donc les algues qui sont acheminées par le convoyeur vont passer successivement dans 2 bacs de purification. Le premier a pour objet de faire tomber les corps lourds comme les galets ou le sable. Et le deuxième bac est lui de type jacuzzi, il s'agit d'un très fort bouillonnement. La machine est impressionnante, mais ce jour-là, il y a pourtant une grande absente, c'est l'algue verte. Alors aujourd'hui, ce jour, malheureusement, nous n'avons pas eu d'arrivage sur les plages de la baie de Douarnenez. Donc aujourd'hui est une journée, comme on dit, sans. Alors, normalement, que deviennent ensuite les algues nettoyées? Donc les algues sont purifiées et ressortent par le convoyeur aérien, peuvent être remplies alternativement un caisson à gauche ou à droite qui va être emmené vers la bioraffinerie située à Bréant pour la société Olmix. Suivant la piste des algues vertes, nous voici donc à Bréant. Olmix est spécialisé dans les additifs à base d'argile et d'algues pour l'élevage et les cultures. C'est cette société qui a initié le projet Ulvance. Ici, on utilise déjà les algues vertes et Sébastien Balusson, le directeur adjoint, nous emmène découvrir sa production. Vous avez ici une base de produits naturels, argile, algues, huile essentielle. Donc ce produit, le Enteox Plus, contient de l'algue verte. Il en contient beaucoup? Une certaine quantité. Contient différents types d'algues en général. Nous sommes en présence ici d'un produit qui peut être utilisé sur toutes les espèces. Pour fabriquer ces additifs, Olmix extrait les éléments qui l'intéressent des algues, grâce à cette machine issue de l'industrie laitière. Donc ici, en fait, nous sommes devant ce qu'on appelle une presse à bande. Donc vous avez l'algue sous forme de purée qui passe à travers une bande compressée avec laquelle on maîtrise la pression. Donc vous avez ici le jus de l'algue et vous avez en extrémité la partie solide, donc la matière végétale. L'algue, et notamment l'algue verte, elle a beaucoup d'intérêt. Donc pour nous, Olmix, elle a fonction d'apporter des éléments nouveaux en nutrition et en santé, animale ou végétale. Et pour d'autres, c'est parce qu'elle a des fonctions plastiques, elle a des fonctions cosmétiques. Donc on peut dire qu'effectivement, c'est l'or vert de la Bretagne parce que c'est notre nouveau pétrole à nous. Faire des algues vertes une richesse, l'idée fait recette. Et le projet Ulvance a obtenu une aide de 10 millions d'euros de la Banque publique d'investissement pour aider à la construction de cette nouvelle filière. Du côté des associations environnementales, ce soutien de l'État passe très mal. Il ne faut pas confondre les algues brunes, vertes ou rouges qui sont effectivement une grande richesse de la Bretagne et ce que j'appelle moi les algues des marées vertes, c'est-à-dire que nous sommes devant une pollution. Et autant nous pensons qu'effectivement il faut essayer de résoudre cette pollution, autant tirer profit d'une pollution qui est si gênante pour l'ensemble de la population. Là on pense qu'il y a un mélange des genres et on est vraiment scandalisé. L'affaire n'est pas simple. L'autre partenaire du projet Ulvance, c'est la SICA de Saint-Paul-de-Léon. Cette grosse coopérative légumière s'est associée à Olmix pour exploiter les algues vertes. Au-delà, à un moment donné, de la création que l'on trouve pertinente de cette nouvelle économie, il ne faut pas qu'on se bloque pour des raisons un peu médiatiques, un peu idéologiques, sur ce raccourci qui consisterait à dire les agriculteurs sont à l'origine des algues vertes, donc c'est choquant qu'ils travaillent sur la création de valeur. Je pense qu'il faut sortir de là, il faut regarder tout simplement, il faut dépassionner les débats. L'intérêt que l'on trouve, nous, à s'inscrire dans le programme Ulvance, c'est d'associer le monde de la terre, d'associer le monde de la mer sur la projection de la création d'une filière bleue, où en effet, je pense que tout le monde a intérêt à y participer, mais de façon assez pragmatique. Et de façon pragmatique, le projet Ulvance se développe.
En extrayant des sucs ou des protéines des algues, les industriels cherchent des solutions naturelles en santé et en nutrition animale ou végétale. Ils ont maintenant besoin d'algues fraîches pour alimenter leur bioraffinerie et doivent pour cela les ramasser en mer avant qu'elles ne s'échouent sur le sable. Ulvance s'approvisionne avec ses propres engins ou trouve des collectivités prêtes à donner leurs algues vertes. C'est le cas à Douarnenez, où le parc naturel marin d'Iroise expérimente un nouveau mode de récolte en mer. Il faut voir que l'objectif n'est pas forcément le même. Il y a un point de vue industriel d'avoir des algues, de pouvoir les valoriser. Et nous, notre objectif, qui est vraiment d'enlever en fait ces algues vertes. On veut qu'elles disparaissent. C'est vraiment notre objectif. Que pendant un temps, les deux projets puissent être communs dans le sens où ce qu'on ramasse en algues vertes ici soit utilisé par l'industriel, pourquoi pas. Mais par contre, notre objectif reste vraiment qu'au bout de quelques années, on n'ait plus du tout d'algues vertes, quoi. L'hypothèse du parc est qu'en asséchant les stocks résiduels d'algues hors saison, on limitera les proliférations estivales. Seul l'avenir dira si ça marche. En attendant, dans le Finistère Sud, la plupart des collectivités sont prêtes à travailler avec Ulvance. Elles y voient un bon moyen de se débarrasser à moindre frais de leurs algues vertes. À Crozon, monsieur le maire ne tarit pas d'éloges. Le projet de la société Ulvance est un projet qui est global et cohérent, en ce sens qu'on évite d'avoir à traiter des déchets. Ça montre qu'il y a toujours à quelque chose malheur et bon, d'une part, et qu'il est possible aussi de tirer profit de ce qui nous gênait. Et je suis très heureux que ce soit une société bretonne, ou plutôt un consortium breton, qui se soit emparé de cet or vert pour le valoriser. Et je suis très, très satisfait, bien évidemment. Dans les Côtes d'Armor, ce n'est pas la même histoire. Voici la plage de Saint-Michel-en-Grève, où a démarré le phénomène des marées vertes dans les années 70. Sur cette plage très sensible aux apports de nitrates, les ramassages sont quotidiens et les tonnages récoltés très importants. Sont-ils alors intéressés pour donner leurs algues vertes au consortium Ulvance ? La réponse en ce qui concerne les élus de la communauté d'agglomération, c'est non. Nous sommes sur un projet que nous espérons de court terme. Aller créer des emplois sur quelque chose qui n'est pas durable, c'est un peu berner les gens à notre avis. Aujourd'hui, on n'en est franchement pas à ce niveau-là. Nous, on préfère vraiment travailler sur l'éradication des algues vertes. C'est ce sujet-là qui nous préoccupe. On est toujours en train de travailler avec nos agriculteurs donc, en ce qui concerne le préventif, pour qu'il y ait de moins en moins de nitrates à débarquer sur la baie. Il y a des projets intéressants d'ailleurs sur l'algue de grève. Cette option de business nous inquiète beaucoup parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait continuer à polluer allègrement. On pourrait continuer et puis en faire un métier, et puis une fois que le métier est lancé, que les emplois sont créés, comment on arrête ces pollutions, ça nous pose vraiment problème. Pour l'instant, les algues de Saint-Michel vont donc suivre leur chemin habituel. À peine récoltées, elles sont épandues sur des terres agricoles où elles servent d'engrais tout simplement. Combien de temps va durer cette pollution en Bretagne ? Difficile de répondre. Pour en finir avec les marées vertes, il faudrait réduire drastiquement les nitrates qui viennent très majoritairement de l'agriculture. Année après année, ces nitrates ont commencé à baisser, mais le combat n'est pas encore gagné, loin de là. Malgré tout, n'est-ce pas un peu hasardeux de bâtir un projet industriel sur une matière appelée à disparaître ? On n'est pas là pour que le processus continue. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, elles existent. Trouvons des solutions, créons des marchés. Et pour ceux qui nous diront, oui, mais à partir de, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, demain n'existeront plus, eh bien on dit on les cultivera. Puisque l'algoculture est un enjeu de demain pour la Bretagne. Vraiment ? Est-ce qu'un jour la Bretagne cultivera ses algues vertes ? Pour l'instant, le projet Ulvance doit encore faire ses preuves. Trouver les produits, trouver les marchés, et démontrer que ces machines de ramassage n'impactent pas trop la biodiversité du bord de mer. Du côté des associations, c'est encore une fois vers l'État qu'elles se tournent pour réclamer des comptes. Notre association va demander clairement à l'État s'il est logique
de dépenser 100 millions d'euros pour un plan algues vertes avec disparition d'ici 10 ans, a dit le Premier ministre récemment, de ces algues, de ces marées vertes, et dans le même mouvement de dépenser à nouveau des millions d'euros par le biais en particulier de la Banque publique d'investissement pour aider des entreprises à créer une filière industrielle à partir de ces marées vertes. Il y a là une contradiction et il faut un minimum quand même de logique dans la dépense de l'argent des contribuables. Nous retournons voir Olmix, et cette fois son directeur, Hervé Balusson, pour recueillir sa réaction sur la polémique naissante. Bonjour. Moi, patron d'Olmix, aujourd'hui j'ai quand même créé 250 emplois, parti de zéro il y a 15 ans. Aujourd'hui on découvre des molécules, on découvre des possibilités de développement. On ne s'est pas posé 1000 questions si, pour entrer dans tous ces dogmatismes algues vertes, oui ou non. Il y a des algues, elles sont là, elles existent. On a trouvé des marchés, on peut créer de l'emploi, de la valeur ajoutée. Bon, nous on avance. Maintenant, si par dogmatisme, il ne faut pas exploiter les algues vertes en Bretagne, bah, on va aller les exploiter ailleurs. De toute façon, maintenant on a trouvé les molécules, on a breveté. S'il ne faut pas le faire, on ne le fera pas. Mais rassurez-vous, ça se fera ou ça se fera ailleurs. Alors, que va devenir le projet Ulvance? Parviendra-t-il à transformer les algues vertes en or vert comme annoncé? Mais alors, n'y a-t-il pas un risque de démobilisation générale dans la lutte contre cette pollution? Voilà, sujet polémique donc, et les collectivités n'en ont pas terminé avec la gestion de tout ça. Notre série des hommes de défi, à présent, série signée Pascal Vanier, est consacrée à ces commandos alliés qui ont réalisé des opérations secrètes sur nos côtes avant le débarquement de juin 1944. À la fin de 1942, l'opération Fahrenheit sur la pointe de Plouézec, dans ce que l'on appelle aujourd'hui les Côtes d'Armor, attaque éclair sur un sémaphore, et le travail en commun entre les Britanniques et la résistance locale est exemplaire. Une stèle, comme une dague dressée vers le ciel. C'est l'empreinte de l'opération Fahrenheit, menée le 11 novembre 1942, petit rappel de l'histoire, à destination d'Hitler. Le sémaphore, l'objectif du raid, a disparu. Il était là, face à la mer. Photos incroyables, les commandos du numéro 12 à Dartmouth, côte sud anglaise, quelques heures avant de se lancer sur la Bretagne. La traversée est à bord de la vedette MTB 344, pilotée par Fred Bourne, son inamovible navigateur. Le voyage est sans encombre. À un demi-mille de la côte, un Doris, une petite embarcation, emmène les hommes vers la plage et l'escalade de la pointe de Plouézec. Les commandos, on les imagine tout mouillés, on est au mois de novembre, donc il fait froid, vont escalader cette falaise où il y a de très nombreuses épines, des ajoncs, des ronces. Et l'un des commandos m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin de barbelés puisque déjà la nature avait suffisamment de piquants. En Écosse, les commandos se sont entraînés à toutes les éventualités. Les photos aériennes ne disent pas tout. La falaise est sans aucun doute minée. L'effet de surprise pour faire un prisonnier est impossible. Le commando choisit l'attaque frontale. Les commandos vont lancer des grenades. Ces grenades vont blesser grièvement des soldats allemands. L'un d'eux, c'est un jeune qui crie dans cette nuit. On est dans la nuit noire, on est sur une pointe où il n'y a pas de bruit. Et l'un des commandos entend ce jeune soldat allemand qui de toute façon va mourir. Et il m'avait raconté, pour lui ça a été quelque chose de terrible, mais il a pensé qu'il était mieux pour lui de l'achever. L'opération Fahrenheit, c'est aussi la résistance. Un ecclésiastique d'abord. Jean Leger, du réseau La Bande à Sidonie. Et bientôt un Parisien, Claude Robinet, soucieux de fuir vers l'Angleterre. Il est dans le pays pour un mariage. Leger rencontre Robinet et lui demande de s'intéresser au sémaphore de Plouézec. Le frère du marié, René Mazeran, l'accompagne. On va tous les deux à bicyclette à ce sémaphore, mais qui était entouré de fils de fer barbelés en rond. Donc il fallait couper quand même des trucs, passer en dessous, puis une fois arrivé le long, on cassait un carreau, personne, on était tranquille. Et j'ai trouvé précisément sur un tréteau les plans faits par eux, naturellement très très bien,
les nids de mitrailleux, les blocos, tout ça était noté. Eh bien, j'ai roulé ce plan, je l'ai mis dans ma valise avec la photo d'Hitler et le lendemain, je l'ai redonné aux frères Leger. Je n'ai pas été pincé, ils m'ont pas eu. Ce dessin du site de Plouézec, Claude Robinet l'ajoute pour l'Intelligence Service en arrivant à Londres, rejoindre De Gaulle. Le frère Leger, lui, finit par être dénoncé, puis décapité par les nazis. Et Lord Mountbatten, le chef des opérations combinées, signe le rapport d'un raid qui sera le dernier en Bretagne, pour éviter le renforcement des défenses côtières allemandes et pour laisser le champ libre au travail des services secrets britanniques. Voilà, Littoral, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.